Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'eau, du cycle de l'eau. L'eau qui n'est pas une ressource naturelle comme les autres. Comment est-ce que les investisseurs, justement, traitent ce thème de l'eau? Nous en parlons avec Ronnie Michali, le président de la financière Galilée, avec nous régulièrement pour évoquer justement cette gestion thématique. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci bien. Vous êtes effectivement spécialisé, on va dire, dans l'analyse de ces thématiques de marché pour les fonds de la financière Galilée, pour le compte de vos clients et partenaires CGP également. Ronnie, un mot peut-être dans le contexte particulier qu'on connaît, une semaine après le déclenchement de la guerre en Ukraine et la manière dont tout ça bouscule évidemment les marchés. On parlait déjà de l'intérêt de la gestion thématique avant cela. Dans une période comme celle-là, j'imagine qu'effectivement, c'est un intérêt qu'il faut à nouveau souligner. Tout à fait, c'est vraiment toute la beauté de la gestion thématique, c'est qu'elle nous fait sortir du conjoncturel où on est actuellement avec une crise grave, effectivement, mais pour nous porter vers le conjoncturel, vers des structurel. Pour nous porter vers des méga-trends structurels, exactement. Donc en fait, à ce propos, il y a d'ailleurs une citation de Charlie Munger que j'aime bien, vous savez, l'associé de Warren Buffett, qui nous dit « La bourse est le meilleur moyen de transférer l'argent des impatients vers les patients ». Ouais, c'est ça. Voilà. Après, il n'empêche pas qu'il faut toujours constamment vérifier que la thématique est porteuse, qu'elle est correctement valorisée, évidemment, faire des ajustements tactiques sur les thématiques, mais ça, c'est évidemment notre job en tant que gérant actif, quoi. Et ça correspond donc à du capital patient. Oui, effectivement, c'est intéressant d'avoir cette idée de patience et de long terme en tête. On parle donc avec vous de la thématique de l'eau. Et comme à chaque fois, la grille d'analyse est assez formatée. Il y a un codex des thématiques chez Financière Galilée. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux de cette thématique de l'eau qui fait partie des objectifs de développement durable, et même je crois que l'ONU a décrété que le droit à l'eau potable, l'accès à l'assainissement était un droit humain. Je crois que c'est écrit depuis 2010, me semble-t-il. Exactement, c'est l'ODD, donc l'objectif de développement durable numéro 6 de l'ONU, qui est à la base de toute la gestion ISR, d'ailleurs. Alors là, dans le codex des thématiques, il y a donc 5 piliers thématiques. On est dans le 3e pilier, le pilier transition énergétique et écologique. Et donc, on a les fondamentaux de cette thématique que nous, on a appelé cycle de l'eau. Pourquoi? C'est un vrai cycle parce qu'on parle bien sûr d'extraction, bien sûr de traitement, de transport, de consommation, mais aussi de réutilisation de l'eau. Donc c'est vraiment un vrai cycle. Et cette thématique, dans les fondamentaux, on va comme d'habitude vérifier si elle est structurelle, internationale et transversale. C'est les trois points essentiels chez nous pour qu'une thématique soit dans le codex. Qu'est-ce qu'on peut dire justement derrière ces 3 critères concernant l'eau? Alors, dire qu'elle est structurelle, ça c'est évident. D'ici 2050, on aura 2 milliards de plus d'habitants sur la planète. La consommation en eau va augmenter de 30% selon ce que nous dit l'ONU. Et malgré le fait qu'il y ait 2 tiers de la planète qui soit finalement de l'eau, il n'y a seulement que 0,25% de cette eau qui est propre à la consommation. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment énormément d'eau salée, sinon il y a l'eau douce mais qui est dans les calottes polaires, qui est piégée dans le permafrost, qui est dans les glaciers ou qui est simplement trop polluée pour être consommée. Donc finalement c'est une ressource certes renouvelable mais rare. Et évidemment, on peut rappeler aussi qu'il y a quand même 5 personnes qui meurent par minute du fait du non-accès à l'eau ou du fait d'une eau insalubre. Donc c'est vraiment une problématique structurelle et c'est quelque chose qui va concerner finalement tous les continents. Ça m'emmène à vous dire effectivement que c'est également une problématique, une thématique qui est internationale. On sait que en 2050, il y aura jusqu'à 4 milliards d'êtres vivants qui pourront être dans des zones qui sont considérées avec un stress hydrique, alors qu'on n'est que 1,2 milliard dans ces zones-là. Je précise d'ailleurs que l'Europe n'est pas du tout épargnée. Et quand on regarde, ça touche vraiment tous les continents. Et
ça touche beaucoup, bien sûr, le secteur de l'agriculture, puisque le secteur de l'agriculture, c'est le secteur qui est le plus consommateur en eau. 70% des besoins d'eau douce sont utilisés pour le secteur de l'agriculture, et notamment pour l'élevage bovin, lorsqu'on sait que pour produire 1 kilo de viande bovine, il faut 15 000 litres d'eau. Voilà. Pour 1 kilo. Hein. Pour 1 kilo, c'est 10 fois plus que pour les céréales, par exemple. Voilà. Et alors, transversal, oui, ça touche plusieurs secteurs, les services aux collectivités, les fameux utilities, bien sûr, le secteur de l'industrie et aussi le secteur de la technologie, Grégoire. Bien sûr. Parce que avec les innovations qu'on a de manière vraiment pérenne dans le secteur de l'eau, en termes de recyclage, en termes de désalinisation, aussi pour l'irrigation, le goutte à goutte, la technique qu'on a de l'humidification par les racines par exemple, ou encore pour la recherche, la prévention des fuites, c'est vraiment quelque chose. Il y a de l'innovation. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a trait à la technologie et même parfois à la robotique. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du prix de cette thématique ou de la valorisation de cette thématique dans les marchés? Ça aussi, c'est un outil que vous êtes en train de développer à vitesse grand V, Ronnie, qui est très intéressante parce que, oui, et on le verra, des fonds investis sur ce thème de l'eau, il en existe. Et c'est des fonds de taille importante. Tout à fait. C'est quoi le prix de cette thématique, la valorisation de cette thématique par le marché aujourd'hui? Exactement. Alors, ce qui nous est possible maintenant de faire grâce au gros projet qu'on est en train de développer, qui est finalement la création d'indices thématiques, c'est de donner un prix à la thématique. Alors, le PI de la thématique, selon nos paniers d'action thématiques, selon nos indices thématiques, le prix de la thématique, c'est 21 fois. D'accord. 21 fois les bénéfices. Voilà, 21 fois les bénéfices. Et c'est 15% moins cher qu'au début de l'année. Donc, et aussi, ce que j'aimerais préciser, c'est que le secteur des énergies propres, qui est un peu cousin finalement de cette thématique, est aux alentours de 31 fois. Donc, finalement, c'est moins cher. Les performances, je crois qu'en 2020, la thématique a fait 17%. En 2021, c'était autour d'une trentaine de pourcents, 31 ou 32%. Et depuis le début de l'année, moins 14, moins 15. Voilà. Oui, mais effectivement, un parcours, un track record sur les 2 dernières années qui est quand même substantiel. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire des forces, faiblesses de cette thématique? Alors bon, les forces, on en a déjà beaucoup parlé, mais est-ce qu'il y a des points de vigilance sur cette thématique liée à l'eau ou au cycle de l'eau? Alors, 2 points faibles, principalement identifiés par nos équipes. C'est le risque politique et géopolitique. Décidément, on n'en sort pas. Oui, mais si. Mais évidemment... C'est un actif stratégique comme un autre. Exactement, tout à fait. On peut dire que le stress hydrique, finalement, est une menace pour la sécurité. On le voit, par exemple, en Mésopotamie, tout ce qui est Syrie, Irak... Turquie, par exemple, qui va bien sûr maximiser leur potentiel hydraulique. Et le partage des eaux est un enjeu vraiment sécuritaire dans cette région-là. On le voit dans pas mal d'autres régions. Donc évidemment, ça peut causer des troubles géopolitiques ou politiques. On a aussi la micropollution, avec des nouvelles molécules qui peuvent devenir des perturbateurs endocriniens. Ça, on le voit de plus en plus et ça peut venir effectivement contaminer certaines sources qui peuvent être du coup et se répercuter dans les cours boursiers des sociétés. Voilà pour les points faibles. Les points forts, effectivement, vous avez raison, on en a déjà pas mal parlé. On a bien vu effectivement l'intérêt de cette thématique. De manière générale, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que l'évolution démographique, la transition écologique et l'innovation, la technologie profitent à cette thématique de manière indéniable. C'est ce qui en fait une méga trend identifiée par tout le monde, bien sûr, mais surtout une thématique d'investissement. Bon, et puis alors de manière encore plus pratique, et c'est tout l'intérêt de cet exercice avec vous, Ronnie, il y a alors un gisement de fonds important. Votre job, c'est de sélectionner en tout cas ceux qui vous paraissent être les meilleurs ou qui vous paraissent les plus pertinents aujourd'hui.
Exactement. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette analyse? Quels sont pour vous, même en tant qu'utilisateur de ces fonds, quels sont pour vous les fonds qui sont les mieux dimensionnés, positionnés aujourd'hui sur cette thématique? Alors, il y a effectivement un gisement important sur cette thématique. On en regarde plus de 20 chez nous. Alors, historiquement, il y a évidemment Pictet-Water, incontournable. C'est l'un des fonds qui a ancré la thématique dans les portefeuilles des investisseurs. Il y a même certains investisseurs qui le considèrent comme un fonds de portefeuille maintenant, Pictet-Water. Donc, nous, ce n'est pas exactement notre cas parce que nous, on fait un arbitrage systématique entre les thématiques que l'on pense avoir du potentiel boursier ou pas. Mais voilà, signifier quand même qu'il y a certains investisseurs qui le considèrent en fonds de portefeuille tellement il est répandu. Le deuxième fonds, alors lui il fait plus de 8 milliards quand même. Hein. Waouh. Voilà. Ah ouais, effectivement. Waouh. Ouais, c'est un fonds énorme. Un fonds énorme. Et alors le deuxième qui existe depuis pas mal d'années, c'est BNP Paribas Aqua. Ouais. Donc les deux ont vraiment des très bonnes performances dans la durée. C'est les fonds historiques de la thématique qui peuvent servir finalement pour des investisseurs qui souhaiteraient s'initier à cette thématique et qui sont parfaits dans ce cadre-là. C'est les fonds vétérans, on va dire, de la thématique. Exactement. Sinon, il y a Fidelity Water and Waste, un peu plus de 2 milliards quand même, qui a pour avantage d'avoir un biais sur tout ce qui est gestion des déchets, traitement des eaux usées, etc. Et donc, comme on a vu, évidemment, la pollution est indissociable finalement de la thématique de l'eau. Donc ça, c'est un fonds qui me paraît être intéressant finalement dans l'optique où on se projette dans la durée. Il y a aussi Covea Aqua, avec des performances récentes que je vous invite à regarder, qui sont pas mal du tout. Bien. Et puisque finalement le gisement est grand, on va citer aussi des ETF. On utilise, nous, Lyxor World Water et First Trust Water aussi, qui peuvent servir pour les adeptes de la gestion passive. Merci beaucoup, Ronnie. Merci pour cet exercice de décryptage thématique que vous nous proposez régulièrement, une fois tous les mois et demi. On se retrouve pour décrypter à travers votre filtre d'analyse une thématique en particulier. C'était donc aujourd'hui la thématique de l'eau qui était passée au crible du codex des thématiques de la financière Galilée. Vous êtes le président de la financière Galilée, Ronnie Michali, qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse. Ainsi se termine cette édition. Nous nous retrouvons demain à 12h30 pour la suite de Smart Bourse en direct sur Bismart.